Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon premier programme pour la gestion du stress et la gestion de l'anxiété. Alors j'ai mis en place ceci en fait de façon assez simple on va dire, mais qui soit accessible à tout le monde. J'ai moi-même justement été dans une période très critique avec beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de crise d'angoisse, limite dépression et je me suis vraiment penchée sur ce sujet parce que comme vous le savez depuis quelques mois je suis maintenant praticienne naturopathe et donc du coup j'avais envie de me pencher sur ce premier sujet qui pour moi touche énormément de personnes, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, avec tous les problématiques qu'on a au quotidien, le stress, etc., les contraintes qu'on se met. Et j'avais envie, de par mon expérience personnelle, de vous aider à avancer, à gérer votre anxiété et à aller mieux sans forcément justement prendre des cachets parce que je m'en suis sortie. J'ai fait un apprentissage et j'y suis arrivée en fait de façon naturelle, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc dans un premier Alors, il faut savoir que le stress est une phase d'adaptation de notre corps, en fait, tout simplement. C'est une réaction normale du corps. Notre corps se défend et s'adapte face à un changement. Et il y a différentes phases du stress qui font que lorsqu'on arrive à une phase chronique et une phase d'épuisement, là, le stress peut devenir toxique. Donc, dans le stress, il faut savoir qu'il y a 3 phases. Il y a d'abord la phase d'alerte, où là, on a une libération d'adrénaline qui est face à un danger. Voilà, on observe par exemple un lion en face de nous. On va avoir le corps de suite qui va interpréter ce qu'on a vu, donc le stimuli, et il va en renvoyer un message pour libérer de l'adrénaline et pour faire en sorte qu'on ait une réaction de fuite et de défense et que notre corps en fait se prépare avec une dilatation des vaisseaux, une sudation, avec l'apparition de palpitations, etc. Mais qui fait tout simplement que le cœur va commencer à battre beaucoup plus vite pour se préparer justement à courir, etc. Donc tous ces mécanismes sont des mécanismes normaux lors de la libération d'adrénaline en fait. Votre corps est en train de se préparer pour fuir et pour se défendre. Il y a ensuite la phase qu'on appelle de résistance où là on rentre dans une phase de stress chronique et c'est là que ça commence à devenir toxique parce que lors de cette phase on a une libération de cortisol par les glandes surrénales si le stress n'est pas régulé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en phase de stress chronique, on a une inflammation qui se produit au niveau du corps. Lorsqu'on a une inflammation qui se produit au niveau du corps, c'est tout à fait normal parce que il faut une inflammation en fait pour guérir, pour libérer en fait tout ce qui est à libérer dans le corps, pour s'adapter et faire en sorte qu'on aille mieux. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a justement un état de stress chronique? Eh bien tout simplement, on va avoir une suractivité du système immunitaire. C'est-à-dire que notre système immunitaire va se mettre vraiment en activité pour tout simplement nous défendre, puisque vous savez que le système immunitaire c'est quoi? C'est les globules blancs qui sont là en fait pour attaquer en fait ce qui ne va pas dans notre corps, les corps étrangers, l'inflammation, etc. Donc ils vont être vraiment actifs. Et comme en fait l'inflammation finalement elle ne part jamais, en fait ils continuent à activer, à s'activer et ils vont libérer ce qu'on appelle des molécules pro-inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Et les cytokines justement sont là en fait pour un petit peu essayer de diminuer l'inflammation. Comme je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos, le corps justement fonctionne et se régule tout seul, automatiquement, il fonctionne très bien. Donc face à cette situation, qu'est-ce que le corps va faire? Il va tout simplement libérer du cortisol. Le cortisol est cette espèce de pédale de frein en fait pour contrebalancer l'état inflammatoire que vous avez dans votre corps. Donc le cortisol d'ailleurs c'est pour ça qu'on a, vous savez, des médicaments qu'on appelle cortisone parce que c'est là pour en fait réduire, freiner la douleur, les inflammations, etc. Sauf que le cortisol, il faut savoir qu'il inhibe en fait la transformation de la T4 en T3, c'est-à-dire qu'au niveau de votre thyroïde, en fait, il va empêcher que cette transformation se fasse. Et il faut savoir que la thyroïde, c'est en fait le chauffage, en fait, c'est la chaudière de votre corps. C'est ce qui va vraiment permettre à ce que le métabolisme fonctionne correctement. Donc, quand on commence à avoir des problèmes au niveau de la thyroïde, on a un métabolisme qui est incomplet, qui est mal fait, etc. Et donc, du coup, ça génère exactement, du stress oxydatif, etc.
Pareil, le cortisol va aussi inhiber l'insuline, c'est-à-dire qu'en fait, l'insuline sert à quoi? Elle sert tout simplement à faire pénétrer les glucides dans les cellules, et vous savez que les glucides sont nécessaires justement pour notre santé mentale, pour faire fonctionner nos cellules. C'est un espèce de carburant, mais bien sûr les bons glucides. Alors quand forcément on a une inhibition de l'insuline, en fait l'insuline n'arrive plus à faire rentrer le sucre et l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du corps dans vos cellules. Vous avez c'est pour ça qu'on a aussi une augmentation du poids, où on commence à stocker, où on est fatigué parce qu'on ressent de la fatigue, parce qu'on n'a plus ce carburant, parce qu'il ne rentre plus à l'intérieur des cellules et le corps commence à stocker, il ne fait plus son rôle. Voilà. Et on a également en fait un problème au niveau des neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'en fait la noradrénaline va se transformer en adrénaline. La noradrénaline, c'est vraiment ce qui nous permet de se focaliser, voilà, de se concentrer, etc. Mais c'est un bon stress en fait qui nous permet d'y voir clair et d'être focus en fait sur vraiment ce qu'on veut. Sauf que quand on a un stress chronique, cette noradrénaline se transforme en adrénaline, et comme on l'a vu tout à l'heure, l'adrénaline est vraiment quelque chose qui va nous faire fuir, qui va nous faire réagir de façon active et qui va vraiment nous stimuler le corps, nous faire des réactions trop vives. D'ailleurs, on peut comparer ça, par exemple, vous imaginez que voilà, vous savez que vous avez un danger devant votre porte, voilà, vous avez un danger potentiel, vous n'arriverez pas à dormir parce que vous savez que vous avez ce danger, même si vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, l'adrénaline que vous avez par rapport à ce stress chronique va vous faire maintenir dans cet état d'éveil, dans cet état de stress. Cette inflammation chronique inhibe également les neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les synapses, en fait, on va avoir des messages qui vont passer. Et en fait, quand on a la sérotonine, vous savez, qui est l'hormone du bien-être, en fait, cette sérotonine, elle ne passe pas d'un synapse à un autre. En fait, elle va être retenue et recaptée, en fait, par le transmetteur de départ. En fait, il n'y a pas tout qui va passer. Et vraiment, ça va inhiber l'action des neurotransmetteurs. C'est pour ça que, du coup, on a moins de sensations de bien-être, on a moins de... Voilà, de facilité à se sentir bien, tout simplement. Donc le stress chronique au niveau physiologique, c'est plutôt quelque chose de neuro-hormonal, voilà, qui va modifier un petit peu les hormones qui fonctionnent dans le corps. Et les symptômes du stress, eux, sont des réponses en fait à des stimulations nerveuses de notre corps par rapport justement aux neurotransmetteurs, etc. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Alors, justement, comment apparaît le stress chronique? Le stress chronique, il peut apparaître quand on commence à être sédentaire, quand on a des relations qui sont toxiques, quand on commence à être surexcité, quand on ne dort pas assez, quand on a une alimentation qui est inflammatoire, quand on a un dérèglement au niveau de notre microbiote, etc. Ça peut être plein de choses. Voilà. C'est pas forcément au niveau mental, mais ça se passe aussi au niveau physique, et en fonction de ce que vous faites, vous pouvez avoir un stress qui est divers. D'ailleurs, tout ce qui est ondes Wi-Fi, l'électromagnétisme, etc., ça produit aussi du stress dans votre corps. Donc, et ce qu'il faut comprendre justement, c'est que notre corps se régule. Vous l'avez vu, il déclenche en fait le système immunitaire et il régule par le cortisol. Quand vous ne comprenez pas cette sonnette d'alarme et quand vous ne mettez pas votre corps au repos, parce qu'à un moment donné, quand il libère justement des cytokines, quand il vous modifie les neurotransmetteurs, etc., c'est justement pour que vous soyez dans un état malade, dans un état où vous n'êtes pas bien et où vous n'avez plus envie de faire quelque chose parce que votre corps est en phase de résistance, il essaye de s'autoréguler. Et en fait, il essaie de vous faire comprendre qu'en vous enlevant cette énergie, etc., il faut vraiment que vous vous reposiez, que vous l'écoutez. C'est pour ça que je dis que c'est toujours important en naturopathie d'écouter son corps, d'écouter les symptômes. Et quand à un moment donné on n'y arrive plus, ça ne sert à rien de résister, vous vous épuisez encore plus. Donc là, il faut faire stop, voilà, on se repose. Et la phase de repos se fait par différents moyens que je vous expliquerai dans ce programme. Maintenant, si vous avez envie de continuer justement cela, et que vous ne voulez pas écouter votre corps, vous rentrez dans ce qu'on appelle une phase d'épuisement, où là, en fait, vous épuisez toutes vos réserves, toute l'énergie, votre corps fait sans cesse, il fonctionne, c'est comme une machine qui tourne à plein régime. Et vous allez avoir des dérèglements face à la stimulation continue du cortisol, de l'adrénaline, qui va vous empoisonner, et là, c'est ce qu'on appelle le burn-out, l'effondrement, et en fait, on est à plat. Mais là, malheureusement...
Vous êtes dans la dernière phase du stress qui est, je ne dirais pas trop tard parce que tout est rattrapable, mais qui sera beaucoup plus longue pour faire en sorte que vous alliez mieux. Et si vous arrivez justement à gérer ce stress pendant cette phase d'alerte ou de résistance, cette phase chronique, c'est vraiment là où vous pouvez agir. C'est comme pour tout, quand on a des maladies chroniques, après elles deviennent dégénératives si on ne les traite pas de suite. Et là, avec le stress, c'est la même chose. Quand on commence à avoir un stress qui devient chronique, après on arrive en phase d'épuisement. Et là, c'est la cata. Alors, il faut bien faire la distinction entre l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété, c'est vraiment tous les symptômes psychologiques, c'est-à-dire vos pensées, qui vont en fait vous traverser, vous rendre anxieux. Et l'angoisse, ce sont tous les symptômes physiques qu'on va ressentir, par exemple des palpitations, des hauts le cœur, des nausées, des transpirer, devenir rouge, etc. Ça, ce sont des angoisses. Donc souvent, on a tendance à faire l'amalgame entre les deux, mais il faut bien distinguer en fait les choses pour pouvoir comprendre comment fonctionne le stress. Et c'est ce qu'on verra dans ce programme. Alors, on peut se créer justement dans cette angoisse différents types de symptômes. On a ce qu'on appelle les symptômes psychosomatiques, où là, en fait, on a tout simplement une mémoire du stress qu'on s'est infligé. On va avoir des tensions musculaires, des problèmes digestifs, le souffle court, de la fatigue, des problèmes de peau. On va avoir en fait des états psychiques qui vont se refléter dans notre corps. On va également avoir des symptômes, ce qu'on appelle psychiques, où là, ça va être plutôt des façons en fait de fonctionner, de réagir, comme la boulimie, de l'addiction, un manque de sommeil, une perte d'appétit, des tocs, une perte de libido, de l'anxiété, de l'irritabilité et un manque de joie de vivre, etc. Et on a également des symptômes qu'on appelle comportementaux, où là on a le manque de lâcher prise, où on a des peurs, où on s'isole, où on va consommer des excitants, etc., démotivés, enfin voilà. Donc vous voyez bien que l'anxiété, donc comme vous pouvez le comprendre, l'anxiété justement va vraiment se traduire de façon différente. Voilà, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau de nos comportements, etc. Il va y avoir vraiment des apparitions différentes et c'est vraiment important de les identifier pour savoir comment on fonctionne et si c'est en fait tout simplement le résultat de notre anxiété et de nos pensées. On parlait justement d'identification de nos réactions. Il faut savoir justement qu'on peut avoir différentes formes de troubles anxieux. On peut avoir ce qu'on appelle l'anxiété généralisée, où là, c'est une personne qui s'inquiète sans cesse autour d'elle sur son entourage, pour elle, etc. Et elle est constamment anxieuse. Donc ça, c'est une anxiété généralisée. On a ensuite le trouble panique, où là, on a un système d'alarme, c'est-à-dire que la personne déclenche de la panique en fait alors qu'il n'y a pas vraiment de réelle menace. Par exemple si elle voit une guêpe ou peu importe, elle a tout le temps des peurs paniques en fait et elle va avoir une décharge d'adrénaline, un rythme cardiaque accéléré, des difficultés à respirer, etc. C'est ce qu'on appelle la trouble panique. Ensuite on a l'agoraphobie, donc là l'individu craint les lieux publics ou n'importe quelle situation dont il ne pourrait pas se sortir facilement. Il peut y avoir une phobie spécifique où là on nourrit une peur irrationnelle face à une peur inexpliquée, par exemple avoir peur de l'avion, avoir peur des araignées, etc. On peut avoir une phobie sociale où on a une peur envahissante et incapacitante devant des activités sociales menaçantes, c'est-à-dire par exemple parler en public, chanter en public, etc. On peut avoir également des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle des TOC, où là la personne se sent envahie par des pensées récurrentes qui l'obsèdent, tout en sachant le plus souvent qu'elles n'ont pas de sens. Et se sent compulsivement, et ça c'est important, compulsivement, obligée de faire certaines actions rituelles afin de réduire l'anxiété. Donc ça encore, c'est tout un apprentissage à faire et une façon de penser et en fait entraîner son cerveau à ne plus faire ces rituels pour que ça ne devienne plus automatique. Pour s'en sortir, on le verra plus tard. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique où là, à la suite d'un traumatisme majeur, par exemple un accident en voiture, en avion ou face à une certaine situation où vous avez craint pour votre vie, eh bien, la personne revit l'événement traumatisant et évite justement de toutes les situations qui vont lui rappeler cet événement.
Et on a aussi la dépression, où là, c'est une combinaison de symptômes qui interfèrent avec la capacité d'une personne à travailler, à dormir, à étudier, à manger, à apprécier des activités désagréables. Et le déprimé a l'impression en fait qu'il ne peut être aidé par personne. Et cela entraîne souvent d'ailleurs une perte de confiance en soi. Donc voilà en fait les différentes manières en fait de développer des troubles anxieux. Donc si vous êtes dans un de ces cas, en fait, c'est tout simplement que vous avez de l'anxiété et on va voir comment le travailler. Dans cet apprentissage, je vais utiliser la méthode de thérapie émotionnelle, comportementale et cognitive, qu'on appelle TECC, qui s'appuie en fait sur le fait que les difficultés présentées par une personne ont été apprises, mais qu'elles peuvent se désapprendre. Voilà. Quand on a de l'anxiété, c'est parce qu'on a appris quelque chose, on a fait en sorte que notre cerveau est un mode de fonctionnement, une mode de pensée, une interprétation, etc. Et qu'en fonction de ça, en fait, on a découlé des pensées, des émotions et un comportement qui fait que voilà, ça a été appris comme ça et qu'à chaque fois qu'on rencontre cette situation, on remet en fait le même schéma, on retranspose le même schéma et donc ça se désapprend. Cet apprentissage va permettre d'avoir une vision beaucoup plus positive sur les choses et sur le monde parce que lorsqu'on reste dans un état anxieux, la plupart du temps, on a du mal à voir le bon côté des choses et les choses positives. Alors, comment on va faire? Tout simplement, dans un premier temps, on va essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la logique, comprendre son état anxieux, pourquoi est-ce que j'ai peur, comment, à quel moment, comment ai-je interprété les faits, etc. On va essayer d'analyser tout ça par des exercices. Ensuite, on va essayer de comprendre ses émotions, ce qu'on vit à travers son émotion, comment on le ressent physiquement, pourquoi est-ce que je ressens cela, est-ce qu'il y avait d'autres interprétations possibles face à cette situation, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ressens vraiment, etc. Et ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se passe à travers cette émotion dans notre corps, en fait, comment elle se répercute dans notre corps. Et là, en fait, on va essayer d'accepter les symptômes, se rassurer en se disant qu'en fait, les symptômes ne sont pas dangereux, ce sont tout simplement des réactions normales du corps, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et on va essayer de cesser d'en avoir peur, de vivre avec, de travailler avec et les modifier pour qu'ils n'apparaissent plus ou qu'ils soient, on va dire, moindres et qui nous permettent de ne plus être dans un état panique, mais dans un état assez acceptable pour pouvoir, en fait, le subir. Donc cela va permettre de désensibiliser et de prouver au cerveau que la situation n'a pas besoin d'un déclencheur d'alarme. Et là, en fait, on va se demander comment est-ce que mon corps réagit, est-ce que j'ai bien signifié mes intentions, etc. Donc en fait, le but, c'est de déprogrammer par un apprentissage et faire en sorte que notre cerveau reptilien, c'est-à-dire que le cerveau qui va, lui, agir de suite face à une menace pour vous défendre, que ce cerveau-là comprenne que cette situation qui pour vous est anxiogène, elle n'est plus menaçante parce que vous l'avez abordée de façon différente et que du coup, votre corps a appris comment vous allez l'aborder dans votre nouvelle façon de vivre. Les avantages justement de la thérapie comportementale cognitive, c'est qu'elle va permettre aux personnes de travailler sur leurs émotions, de les définir et d'apprendre à s'aimer. Elle va permettre également de restructurer les schémas de pensée négatifs. Et elle va également permettre de reconnaître les facteurs et les comportements inadaptés qu'on a mis en place pour faire face à ces situations anxiogènes et ces symptômes justement qu'on a pu ressentir. Donc on va identifier tout cela. Et pour que cette thérapie fonctionne, il faut vraiment travailler sur ces trois aspects. Sur l'émotion, sur le schéma de pensée et sur justement en fait les facteurs, les comportements qu'on a mis en place. Et tant qu'on ne travaille pas en parallèle ces trois notions, ça ne servira à rien parce que il vous manquera la moitié. Et ça ne sert à rien d'avoir un apprentissage si on ne travaille pas sur ces trois facteurs parce que ces trois facteurs sont tout simplement le résultat et la conséquence les uns des autres. Donc si on peut faire un petit résumé, on va dire que quel est le chemin pour aller mieux? On va d'abord travailler sur soi-même, on va essayer d'oser vivre avec les autres, parce que des fois, au niveau extérieur et au niveau social, il y a des choses qui nous stressent, qui nous angoissent, et en fait, c'est à nous d'apprendre à vivre avec les autres, ce n'est pas à eux de changer. On va inhiber nos fausses croyances, parce que souvent, on a une façon de penser, on nous a inculqué des croyances qui sont fausses et qui ne sont pas notre réalité. Donc, ce qu'on va faire justement, c'est que la solution, elle se trouve à l'intérieur de nous, elle ne se trouve pas à l'extérieur comme on peut le penser la plupart du temps. Et on va essayer de prendre soin de soi. Parce que ça, c'est important justement de prendre soin de soi pour apprendre à s'aimer, se redonner confiance en soi, apprécier les bonheurs quotidiens et être dans un état en fait de zénitude
se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé pour éviter en fait l'inflammation qui peut apparaître dans notre corps et créer ce stress chronique. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on veut changer de vie, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage qui se fait de façon régulière et il y a des étapes à passer qui sont fondamentales et qu'on ne peut pas sauter, et forcément vous vous rendrez compte qu'à un moment donné vous allez passer par là si vous voulez arriver en haut de la pyramide. C'est ce qu'on appelle la pyramide de transformation personnelle. Alors vous avez tout d'abord dans un premier temps la prise de conscience, c'est-à-dire que vous êtes conscient que quelque chose doit changer. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que sûrement vous vous dites il y a quelque chose que je veux changer, il y a quelque chose qui ne va pas, je veux aller mieux, etc. Donc vous avez déjà fait un bon pas, parce que se rendre compte que quelque chose ne va pas, c'est pas forcément évident. Parfois on se dit c'est toi qui as un problème, etc. Mais en fait parce qu'on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour se dire que c'est nous-mêmes en fait qui posons problème, que c'est notre interprétation des choses qui ne va pas. On a ensuite une responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas mettre la faute sur les autres, on ne peut pas dire ouais mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, non, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui faites votre réalité, c'est à vous de changer, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de vous donner les moyens d'aller mieux. Et si vous ne le faites pas, vous procrastinerez tout le temps. Ensuite, on va être en phase de pardon. Alors, pas pardonner pour accepter en fait ce qui ne va pas et ce qu'on reprochait ou ce qui nous dérange, mais pardonner en fait nous-mêmes. Nous pardonner pour être en paix intérieure avec nous-mêmes et faire en sorte d'arrêter de s'infliger ça, d'arrêter de penser, de se triturer l'esprit avec des choses qui ne servent à rien, pour enfin finalement avoir la paix, se sentir bien et accéder à une joie de vivre. Voilà, c'est tout simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété fonctionne selon un schéma bien précis et fonctionne toujours de la même façon. Quand on a compris ce schéma, on peut travailler justement sur soi, sur son anxiété, sur ses émotions. La façon dont nous interprétons les faits va engendrer nos émotions et nos émotions vont engendrer des comportements. Par exemple, si vous voyez une abeille, certains vont se dire oh, non, je n'aime pas les abeilles, j'ai peur qu'elles me piquent, c'est dangereux, je peux réagir mal, etc. Peu importe si vous faites des allergies ou pas, donc vous êtes en état de panique, voilà, vous vous agitez, etc. D'autres personnes, elles, vont voir l'abeille et vont trouver que c'est une beauté de la nature, qu'il faut faire attention aux abeilles, qu'il faut les protéger justement pour tout l'équilibre en fait naturel de la vie. Et donc du coup, voilà, elles vont être sereines et elles vont voir ça plutôt d'un bon côté des choses, elles ne vont pas se créer de stress. Si on analyse les deux situations, le stimuli, c'est l'abeille. Les pensées, pour la personne qui va avoir peur, en fait, elle va se créer en fait des pensées négatives en pensant à ce qui pourrait lui arriver éventuellement si elle la piquerait. L'autre va trouver ça formidable et apprécier. Et du coup, elle va créer des émotions, donc une émotion de bien-être, une autre une émotion de peur ou de crainte. Et le comportement, c'est qu'une va être agitée et l'autre va être sereine. Donc vous voyez que les interprétations sont différentes dans les deux cas. Et en fait, ça émane tout simplement de notre esprit qui va faire en fait quelque chose de personnel. Et c'est pour ça que certains vont être sereins face à des situations alors que d'autres vont être stressés. Et donc pour changer ça, il est important de travailler et d'identifier les différentes façons de penser et de se comporter. Donc je vous propose dès à présent du coup un programme que j'ai créé avec des exercices d'apprentissage qui vont vous emmener justement à changer ce schéma d'anxiété et à faire en sorte que les situations qui vous stressent, qui vous angoissent, etc., de faire en sorte en fait que votre vision des choses change, que l'interprétation change pour mieux les appréhender et mieux les supporter. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, je vous mettrai le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à vous inscrire et à partager cette vidéo. Et ensuite, il est important, quand on a réussi à confronter tout ça, d'entretenir un climat favorable, de toujours se remettre en question, de toujours essayer d'entretenir ça pour éviter de retomber dans un schéma qui va nous refaire partir de zéro. Parce que voilà, on est en haut de la pyramide, mais on peut se retrouver en bas, on peut se retrouver en milieu, et en fait à chaque fois il va falloir se réadapter. Donc c'est vraiment important de prendre soin de soi, de répéter les méthodes et de se refocaliser, de répéter l'exercice autant de fois que nécessaire pour que vraiment ça devienne une habitude, un fonctionnement de pensée. Et ce que vous pouvez faire également, et c'est ce que j'ai moi-même pratiqué et qui a très bien fonctionné sur moi, c'est de mettre en parallèle plusieurs techniques. Sachez qu'il existe différentes techniques de médecine douce qui fait que vous pouvez aller mieux
et mettre toutes les chances de votre côté. Après, tout dépend en fait de la motivation que vous avez. Si vous sentez que peut-être une méthode ne vous fait pas du bien, mais qu'une autre vous fait. Et en fait, vous verrez, sans vous rendre compte, il faut vraiment persévérer, qu'à un moment donné, ça va payer. Moi, j'ai vraiment eu, j'ai pratiqué de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, j'ai essayé aussi la médecine chinoise, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, etc. Et en fait, il y avait des choses que je ressentais, il y avait des choses que je ressentais pas, il y avait des choses qui m'allaient, des choses qui m'allaient pas, etc. Mais j'ai quand même testé, et puis quand j'ai des techniques finalement avec lesquelles j'accrochais, que je sentais que ça me faisait du bien, comme l'hypnose, le MDR et la méditation, ben j'ai continué, j'ai persévéré, voilà. Et là, en fait, j'ai vraiment senti une différence et un déclic du jour au lendemain parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé aussi en naturopathie, parce qu'en naturopathie, forcément, on parle de psychologie, de comment fonctionne le stress, etc. Donc, on peut pas être thérapeute et ne pas être en harmonie avec soi-même être thérapeute si on n'est pas en harmonie avec soi-même, parce qu'il faut que nous-mêmes on puisse vous transmettre des bonnes choses. Et donc ça, c'est un travail sur soi à faire et on devient vraiment un bon thérapeute quand on est arrivé à ça. Donc vous avez différentes techniques, voilà, psychocorporelles, vous pouvez aller vous balader, pratiquer du Qigong. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez les massages, voilà, vous avez les psychologues, vous avez la méditation, la sophrologie, l'acupuncture, le yoga. Donc vraiment essayez. Et ce que je vous conseille, c'est quand même de faire 2 séances, de ne pas vous arrêter à une seule séance et aussi de voir si le thérapeute qui est en face de vous, il y a une communication, il y a quelque chose qui se crée. Ça, c'est vraiment important de voir si quelque chose qui se crée avec la personne. Parce que c'est vraiment important pour démarrer vraiment une bonne thérapie. Et vous verrez que les exercices que vous allez voir juste après, plus tout le reste, ça va vraiment vous faire du bien. Et j'espère pour vous que vous allez vous sortir de ce schéma d'anxiété. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.